Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu pour une deuxième fois Maude Gagnon, qui est orthophoniste. Elle est venue nous parler des troubles spécifiques du langage écrit. Vraiment intéressant. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble! Par Placote. Maude, rebonjour! Bonjour! On enregistre à nouveau aujourd'hui. On l'a dit dans le premier épisode qui traitait de l'apprentissage de la lecture, qu'on allait faire un épisode plus sur les difficultés liées justement au langage écrit, donc lecture-écriture. Et te revoilà pour nous parler de ça. Mais je te laisse te présenter avant d'embarquer dans notre sujet. Parfait, merci beaucoup. Je suis vraiment heureuse d'être là aujourd'hui. Mon nom, c'est Maude Gagnon. Je suis orthophoniste et candidate au doctorat en sciences biomédicales à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Oui. Dans ma pratique clinique, je rencontre des élèves de 6 à 18 ans qui ont soit des difficultés sur le plan du langage oral, mais aussi du langage écrit. Et là, c'est le sujet d'aujourd'hui. Oui. Les élèves qui ont un trouble spécifique du langage écrit, aussi nommé dyslexie dysorthographie. Oui, 10-10. Oui. C'est ça, dans le milieu scolaire, c'est 10-10. On va s'en reparler. Il y a beaucoup de changements de termes. Ça peut devenir mélangeant. Très mêlant. Puis en fait, dans le cadre de mon doctorat, je m'intéresse aux élèves qui ont une surdité. Oui, puis on va en parler ça aussi dans un prochain épisode. Oui. Ça va être vraiment plaisant. Bon, alors aujourd'hui, langage écrit, difficultés du langage, liées au langage écrit. On parle lecture-écriture. Oui. Puis, comme tu as dit en intro, c'est mélangeant. Oui. Je suis maman de 2 enfants qui ont été suivis en orthophonie et qui le sont encore pour un des 2. Et les termes ont changé avec les années. Oui. Les façons de nommer les choses ont évolué. Oui. Des fois, c'est même revenu au départ pour repartir sur un autre terme. Puis comme on a dit avant qu'on enregistre, tu disais même que selon les professions, il y a certains termes qui sont pas les mêmes. Il n'y a pas de consensus pour certains aspects. Ou même dans une même profession. Des fois, disons, certains orthophonistes vont préférer certains termes, puis d'autres termes. Des fois, il y a des consensus d'établis, là, comme on n'en parle pas aujourd'hui, mais le trouble développemental du langage, là, il y a eu un consensus, on s'est entendu là-dessus. Oui, on s'en est parlé juste avant l'enregistrement parce que j'ai travaillé là-dedans dans ma maîtrise, mais le projet Catalyse, là, qui a été un consensus mondial, finalement. C'est ça, il y a eu un consensus, puis là, tout le monde s'est entendu. Oui. Mais dans d'autres situations, comme le trouble spécifique du langage écrit, bien, ça se peut qu'il y ait certaines orthophonistes qui utilisent ce terme-là, d'autres qui utilisent dyslexie dysorthographie. C'est pas qu'il y a une mauvaise réponse. C'est juste qu'il n'y a pas nécessairement eu de consensus. Oui, je comprends. Puis l'important, au final, c'est la description des forces puis des défis des élèves. Oui, parce que ça, tu l'as nommé dans l'épisode qu'on a enregistré juste avant, qu'au final, ce qu'il faut regarder, c'est ce que notre enfant est capable de faire et ce dans quoi il y a de la difficulté. Puis, on agit à partir de là, au final. Exactement. Fait que c'est un peu comme ça que tu vois aussi ton rôle d'orthophoniste, je pense. C'est ça. Parce que, oui, la conclusion orthophonique, disons que l'élève a le diagnostic. C'est ça. Qu'on nomme, nous, des conclusions. Oui. Mais ça peut permettre de comprendre, OK, bien vraiment, pour mon enfant, il y avait des difficultés en lecture qui persistaient. Et finalement, OK, c'est parce qu'il y a un trouble spécifique du langage écrit, je comprends. Oui. Mais au final, ce que je vais travailler, ça va être les défis, puis je vais aussi considérer les forces de l'enfant. Donc, ça peut permettre une meilleure compréhension, de se dire, c'est pour ça que c'était difficile, mais c'est pas ça qui va faire varier, disons, l'intervention. Oui, on va travailler plus fort en lien avec ça, mais je vais quand même partir de, OK, qu'est-ce qu'on travaille? Oui, je comprends. Lançons-nous là, dans les termes, puis qu'est-ce que c'est concrètement, qu'est-ce qu'on peut observer chez un enfant qui a une difficulté, un trouble du langage écrit, puis comment après, comme parent, qu'est-ce qu'il faut faire comme parent, quand est-ce qu'on vous consulte les orthophonistes, tu sais, tout ça, là. Allons-y, là, je sais comme pas par quel bout le prendre parce qu'il y a tellement, c'est large, là. Peut-être en commençant par définir les troubles du langage écrit, à quoi ça peut ressembler, puis après ça, ben j'imagine que notre discussion va se diriger naturellement vers quoi faire. C'est bon. C'est parti. Dans le fond, le trouble spécifique du langage écrit, ce que j'aime bien de ce terme-là, c'est que ça le dit dans le terme. C'est des difficultés qui sont spécifiques à la lecture et à l'écriture. Il y a certains enfants que ça va être principalement, disons,
le fait d'orthographier des mots qui vont être difficiles. Il y en a pour qui ça va être le fait d'orthographier puis le fait de lire les mots. Mais c'est spécifique à l'apprentissage de l'écrit et ça n'affecte pas l'intelligence. OK. Ça, c'est vraiment... C'est important. Oui, c'est vraiment important. Puis c'est quelque chose que je rappelle aux familles. Si l'enfant a un trouble spécifique du langage écrit, aussi nommé dyslexie, dysorthographie, l'enfant est tout aussi intelligent que les autres, là. Parce que des fois, ils peuvent avoir vécu aussi des échecs scolaires en lien avec ça, parce que, bon, de la lecture puis de l'orthographe, il y en a partout. Mais l'enfant est tout aussi intelligent, c'est juste que, bon, il n'y avait pas encore les outils, les trucs pour réussir à lire des textes complexes, à comprendre les questions, mais il est aussi intelligent, parce que je ne veux pas que ça l'affecte leur confiance par rapport à ça. Puis, comment ça se définit? Bien, c'est que l'enfant va faire plus d'erreurs qu'un enfant d'un même niveau scolaire, soit en lecture, soit en orthographe ou dans les deux. Et ça se peut aussi que la lecture, disons, soit plus lente. OK. Quand ils sont plus vieux, souvent, ce qui va faire qu'on va déterminer si l'enfant a ou non un trouble spécifique du langage écrit, ça va être que la lecture va finalement être plus lente. OK. Donc, ce qu'on appelle la fluidité? Ou pas nécessairement? Pas nécessairement la fluidité. Notre test, ça va être, bon, la vitesse, puis le nombre d'erreurs. Mais c'est sûr que, bon, la fluidité, c'est au final le produit d'un décodage automatisé, le fait qu'éventuellement, il va y avoir une prosodie. Mais ça va être plus des tests de vitesse que nous, on va utiliser. OK. Vous avez des tests spécifiques pour ça, dans le fond. Oui, exactement. OK, je comprends. Pour les plus vieux. C'est ça. Puis même pour les plus jeunes, souvent, c'est chronométré. OK. C'est juste que des fois, ils vont plus beaucoup faire d'erreurs, disons, en lisant les mots, mais ça demeure plus lent que les élèves de leur année scolaire. Puis c'est ça qui va nous faire dire que, OK, il y a peut-être un trouble spécifique du langage écrit. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le fond, ils ne sont pas nécessairement différents. Ils ne vont pas nécessairement faire des erreurs différentes des autres. On entend souvent parler, OK, ils confondent le B puis le D. Il y a beaucoup d'enfants en bas âge qui vont confondre le B puis le D. Ah, puis c'est ça, tantôt, dans notre autre épisode, j'avais ce questionnement-là aussi, BD, PQ, là, les 4 lettres qui sont souvent mélangées. C'est normal jusqu'à un certain moment. Oui, là, exactement. C'est possible qu'un enfant lise pain au lieu de bain. C'est ça, je comprends. Parce que le P puis le B, ils se ressemblent vraiment beaucoup visuellement. Ça veut rien dire au niveau des troubles. Là. Non, c'est ça. Ce qui va nous faire dire quelque chose, c'est le nombre d'erreurs. OK. Ça se peut que là, bon, finalement, les erreurs sur le B puis le D persistent, mais il risque aussi d'avoir d'autres erreurs. Puis là, avec nos tests, on va venir comparer avec d'autres élèves de notre âge, de leur âge, où est-ce que l'élève se situe. Okay. C'est ça qui va nous faire dire, OK, c'est d'une sévérité suffisamment importante pour que ce soit considéré comme un trouble spécifique du langage écrit. Je comprends. En première année, confondre le B et le D... C'est normal. Il passe par là, C'est ça. Puis même en deuxième année, il y en a encore que c'est... ça arrive, là, c'est ça. Exactement. OK, parfait. Donc, là, c'est ça. On dit, tu sais, c'est normal, première, deuxième. Quand est-ce qu'on sonne la cloche, là? Tu sais, quand est-ce qu'on dit, oups, cet enfant-là a peut-être autre chose que juste un désintérêt envers la lecture ou une difficulté, là, tu sais, qui va se régler avec le temps. C'est à quel moment on peut dire, OK, là, je pense qu'il faudrait aller plus loin dans notre enquête, là, tu sais. Premièrement, en orthophonie, souvent, les gens qui vont venir me voir, l'enseignant va mentionner, OK, c'est plus difficile pour cet élève-là que pour les autres élèves de la classe. Parce que les enseignants, quand même, ils ont un grand groupe. Oui. Souvent, c'est pas la première fois aussi nécessairement qu'ils ont eu un groupe de première année. Alors, ils ont déjà des bonnes lunettes pour voir, OK, cet élève-là, je m'inquiète un peu de son apprentissage à la lecture présentement. Ce qui peut nous dire, OK, ça serait bien d'aller investiguer, à savoir s'il y a un développement normal ou s'il y a des difficultés qui semblent persistantes, parce que dans le cas du trouble spécifique du langage écrit, les difficultés vont perdurer dans le temps. C'est ça. La lecture, l'orthographe va demeurer plus difficile que pour les autres enfants, mais ils vont progresser. Faut pas retenir... Il y a une progression, c'est ça. Donc, ils vont être capables de lire, ils vont être capables d'écrire en se faisant comprendre. Oui. Mais la progression n'est pas aussi rapide qu'un élève qui n'a pas de difficulté, par exemple. C'est ça. Ça se peut qu'il y ait des élèves qui aient besoin de plus de temps, qui aient besoin de services en orthopédagogie, en orthophonie pour apprendre à lire puis écrire. Mais c'est pas vrai qu'ils progressent pas. Oui, OK. Ça se peut que pour certains élèves, ça demeure vraiment difficile quand même, mais ils vont progresser. Je comprends. Fait qu'il y a une progression. Oui, exact. Puis, on entend souvent dire « Ah, il est trop jeune pour une évaluation du langage écrit. Tu sais, non, ça sert à rien, il est trop jeune. » C'est quoi, pu être trop jeune pour une évaluation? Puis pour répondre aussi à l'autre question, quand consulter? Oui, c'est ça. Là, je disais l'enseignant, mais si vous avez des doutes
vous pouvez y aller. Comme je disais dans l'autre épisode, l'orthophoniste, qu'elle va faire, ou le neuropsychologue, parce que les neuropsychologues aussi font des évaluations en langage écrit. Écrit, donc, langage, juste pour parenthèse, langage oral, c'est seulement les orthophonistes ou aussi les neuropsys peuvent le faire? Les neuropsys peuvent aussi, ça dépend des neuropsys. OK, je comprends. Ben, comme les orthophonistes font pas tout du langage écrit non OK, plus. non, ben c'est ça, c'était un de mes points aussi, là, faut chercher notre orthophoniste. Oui, c'est ça. Puis l'orthophoniste, en fait, va établir un plan d'intervention puis va intervenir sur un peu du langage oral écrit. Ce que le neuropsy fera pas. Oui, c'est ça. OK, le neuropsy peut poser la conclusion, mais il fera pas de suivi après. Oui. OK, parfait, je comprends. Exactement. Donc, revenons à ce qu'on disait. On arrive quand est-ce consulter? Oui, quand consulter, ben, dès qu'on a des doutes, puis comme je disais dans l'autre épisode, si en maternelle, déjà, on voit que c'est pas facile de séparer des mots ensemble. Oui. Disons que dans le mot chat, il y a ch, a, de coller des sons ensemble. Bon, ça fait feu. Oui. Si on voit que l'apprentissage des lettres de l'alphabet, c'est vraiment pas facile comparativement aux autres enfants de leur âge, on peut tout de suite consulter pour avoir des outils puis avoir un coup de pouce pour que l'enfant, ça se passe le mieux possible, son apprentissage. Pour prévenir un peu, là. Oui, c'est ça. Oui, okay. Prévenir des possibles difficultés. Puis ça veut pas dire que c'est des difficultés qui vont rester. Oui, je comprends. Mais on va en avoir prévenu. Puis sinon, ben c'est ça, si en première année, on voit « Ah, mon Dieu, mais c'est vraiment difficile, je m'inquiète », il n'y a pas d'âge minimum pour consulter. Ça ne veut pas dire que l'orthophoniste va conclure nécessairement un trouble spécifique du langage écrit. Peut-être qu'elle va se dire « Ah, ben il n'y a pas eu encore assez d'enseignement. » Parce que ça, c'est un point important du trouble spécifique du langage écrit, c'est qu'il faut avoir, disons, 6 mois de persistance des difficultés, selon le DSM-5, qui est la Bible. Qui est la Bible des psychologues et des troubles, en fait. Exactement. Pas juste des psychologues, vous l'utilisez vous aussi, là, c'est ça, en orthophonie. Aussi, avec un enseignement explicite puis des interventions ciblant la lecture puis l'orthographe. OK. Donc, j'imagine qu'à ce moment-là, l'orthopédagogue en milieu scolaire est déjà intervenu, là. Probablement. Il y a déjà quelque chose qui s'est fait en collaboration dans l'école. Puis là, on se dit, oups, finalement, ça va peut-être au-delà de ce que nous, on est capable de faire pour l'aider. Il faudrait creuser un peu, là. Les parents sont pas seuls. C'est ça. En fait, il y a les enseignants, les orthopédagogues. En fait, l'équipe école va venir informer les parents. Et après ça, ben, peut-être qu'ils vont prendre la décision d'aller en orthophonie pour une évaluation. C'est ça. Il y a parfois des orthophonistes dans les écoles quand on est chanceux. Oui. Quand on est chanceux, qui peuvent venir donner un avis aussi, sans nécessairement faire un diagnostic, poser une conclusion, mais qui peuvent venir donner un regard aussi de dire « Ah oui, moi, j'essaierai d'avoir une consultation » ou hey, « Attendons encore 5 mois, mettons-le sur la liste » parce que là, on sait que ces temps-ci, les listes d'attente débordent, mais mettons-le sur la liste puis observons, tu sais. Fait qu'il y a ça aussi qui existe dans certaines écoles, quand on est chanceux. Puis dans le meilleur des mondes, en fait, c'est que peu importe c'est quoi la conclusion, c'est de l'aider le plus rapidement possible. C'est ce qu'on veut au bout de la ligne. On souhaite juste que l'enfant apprenne le plus rapidement possible à lire, selon ses propres habiletés, son propre rythme. Donc, si on a des doutes, ben, peu importe la conclusion, on veut qu'il y ait des choses de mise en place pour que l'élève apprenne à lire, qu'il ne perde pas sa motivation à lire, puis qu'il continue de progresser. Alors, je dirais que si c'est pas facile d'essayer d'avoir quand même du soutien. Oui, je comprends. Même si on ne sait pas si c'est un trouble ou non. Oui. Pour accompagner l'enfant. Accompagner l'enfant. C'est ça. Donc, à quoi on peut s'attendre quand on va justement consulter l'orthophoniste ou le neuropsy qui va, en soupçonnant qu'il y a un trouble du langage écrit, à quoi on peut s'attendre comme parent? À quoi ça peut ressembler le processus pour arriver jusqu'au diagnostic, jusqu'à la conclusion? Je sais, vous en orthophonie, c'est des conclusions. Maintenant, anciennement, c'était des diagnostics. Maintenant, c'est des conclusions. Mais à quoi on peut s'attendre là, comme parent? C'est quoi le processus qu'on fait, là, dans le fond? Je peux parler du processus que je fais. Oui. Donc, peu importe l'âge de l'enfant, il peut être en première année. Moi, je fais des évaluations tout de même en première année si les parents ont des doutes. Du langage écrit? Oui, du langage écrit parce que j'ai quand même des tests qui me permettent de comparer à des élèves de leur âge. Donc, il n'est pas trop tôt en première année? Non, c'est ça. OK. Puis comme je disais, même en maternelle, s'il y a des doutes sur le fait... Le fait de coller des sons ensemble, l'apprentissage des lettres, on peut déjà y aller. Donc, en première année, même chose, je vais regarder ces habiletés-là qui sont préalables. Puis, je vais regarder aussi, est-ce que, le développement semble se poursuivre
comme les autres élèves d'une même année scolaire. Comme je disais, ça ne veut pas dire qu'il va avoir un trouble de conclu, mais on va mieux connaître les forces et les défis. Je comprends. Ce que je fais en clinique, je vais évaluer justement les habiletés langagières dans tous les cas. Donc, les mots connus, la production des phrases, comment l'élève, disons, raconte des histoires. Mais je vais évaluer aussi où il est rendu dans son apprentissage de la lecture puis de l'orthographe. Je vais leur faire lire, par exemple, des mots, des phrases, des petits textes. Ça dépend de leur âge. Des fois, ça va être des textes plus longs. Puis en première année, ça se peut que je leur fasse seulement lire des mots. Puis on va aussi écrire des mots puis des phrases. Suite à ça, moi, ce que je vais faire, je vais regarder c'est quoi les erreurs qui ont été faites. Puis, avec mes tests, je vais pouvoir voir est-ce que le nombre d'erreurs semble adéquat pour l'âge. Parce que ce ne sera pas nécessairement, justement, inversion BD qui vont me faire dire « OK, il y a un trouble spécifique du langage écrit. » Et c'est sur la base de ça que je vais pouvoir déterminer, qu'est-ce qui va pouvoir aider l'enfant, dans tous les cas, qu'il y a une conclusion ou non, et déterminer s'il y a une conclusion à poser. OK. Puis, une fois qu'il y a une conclusion de poser, moi, j'ai une question là, qui me dérange vraiment beaucoup. Est-ce que ça va toujours ensemble? Parce que dans le milieu scolaire, là, on parle de 10-10. Comme si c'était un l'autre, là, c'est là, il y a un diagnostic de 10-10. Puis pour faire les demandes, ça, j'aimerais vraiment recevoir quelqu'un pour les outils techno qui viennent démystifier tout ça pour les parents. Mais pour faire ces demandes-là d'outils technologiques, on dit ça prend une conclusion de 10-10. Mais là, moi, j'ai comme... Ça va toujours ensemble, ces deux troubles-là? Ça va toujours... Comment ça se passe? C'est quoi le... Est-ce que ça peut être dysorthographie puis dyslexie? Comment ça fonctionne? C'est pas tout le monde qui s'entend là-dessus, je dirais. OK. Bon, mais c'est pour ça que je suis comme confuse. Exactement. C'est normal. Parfait. C'est normal, la confusion. OK, parfait. En fait, souvent, les deux viennent ensemble. OK. Parce que l'apprentissage de l'orthographe puis l'apprentissage de la lecture, ça commence par, OK, on apprend le son derrière chacune des lettres. C'est le même processus. OK. Souvent, si c'est difficile d'apprendre à lire, de relier des sons aux lettres, ça va être difficile aussi d'orthographier les mots. Oui, parce qu'il faut associer des sons aux lettres. Je comprends. Ça part d'un même processus. OK. Donc, souvent, les deux vont être difficiles, mais ça se peut que pour certains élèves, surtout s'ils sont plus vieux, les difficultés ressortent davantage en orthographe seulement. Oui. Parce que l'orthographe, c'est plus difficile que la lecture. Puis la lecture, bien, ils ont cheminé aussi là-dedans parce qu'on sait, puis là, je ramène, on a fait un épisode sur le TDL, le trouble développemental du langage, c'est à vie, mais éventuellement, la personne progresse dans son trouble, puis pour certaines personnes, ça peut ne plus être visible. Tu sais, parce que le travail cognitif, ça va demander un plus grand effort cognitif pour la personne, mais elle va pallier à ses difficultés. Donc, j'imagine que c'est la même chose pour le langage écrit. C'est ça. Bien, en lecture, comme je disais, il progresse. C'est ça. Tout le temps, même si on a une dyslexie, dysorthographie. Donc, ça se peut que la lecture soit un peu plus lente, mais que ça n'apparaisse pas tant que ça quand il lise les mots. Mais en orthographe, que ça ressorte davantage, parce que l'orthographe du français est assez complexe. Oui! Un même son peut s'écrire de différentes façons. Le O peut s'écrire O, peut s'écrire E-A-U, peut s'écrire A-U. Donc, plein de façons, alors que si je lis E-A-U, bien, dans tous les cas, je sais que c'est O. Oui. Ça fait que l'orthographe est plus complexe. Puis en plus, on a aussi des mots que ils s'écrivent pas comment ils se prononcent. Oui. Monsieur, ça s'écrit monsieur. Ben oui. M-O-N-S-I-A-U-R. Alors, il y a tout cet apprentissage-là. Il y a aussi des lettres muettes. Dans Ra, ben, il y a le T à la fin. Dans Li aussi, c'est des lettres qu'on n'entend pas. Donc, il y a beaucoup de particularités du français qui fait que ça peut ressortir davantage aussi en orthographe, ce type de mots-là. Mais il y a des trucs à donner. En orthophonie, on a plein de trucs. Oui. Moi, ce que j'aime dire, là, je viens de dire que le français, c'est complexe, mais en fait, quand on comprend comment le français fonctionne, ça devient vraiment plus facile. Ben, souvent, les lettres muettes sont là pour le féminin. Exactement. Souvent, c'est ça. Il y a certaines choses que quand on comprend la règle... est-ce que c'est ce qu'on appelle les régularités orthographiques, entre autres? C'est pas pareil, hein? Veux-tu expliquer ce que tu veux dire? Mais tu sais, comme une régularité orthographique, il y a plus de chances qu'à la fin des mots, le son « que » soit « Q-U-E », par exemple. Il y a plus de chances que ce soit E-A-U en fin de mot. C'est ça, tu sais. Chapeau, bateau, manteau. Exact. Comme oreille, on sait que ça ne sera pas E-A-U au début parce que ça, c'est impossible, à part pour le mot O, tu sais. Donc, ça, oui. Ça, c'est comme une régularité orthographique. Oui. Puis ça, je sais que parfois, pour certains élèves,
ça sera pas comme acquis. Tu sais, ils iront pas prendre l'option qui est le plus souvent là. Ouais. Ils vont y aller un peu au hasard. Ils vont au centre, puis selon, on dirait des fois selon comment ça va dans leur journée. Tu sais, des fois, ils vont écrire A-E-N tout le temps, puis des fois, ils vont l'écrire A-M tout le temps. Tu sais, c'est comme... Puis souvent, ces élèves-là, ben, c'est des élèves qui ont des difficultés, c'est des élèves... Fait que c'est un premier aspect aussi, tu sais, du langage écrit qui est important de travailler, parce que je sais que dans le milieu scolaire, c'est beaucoup les régularités orthographiques sont enseignées, sont, tu sais, puis là, les petits cocos qui, tu sais, on se dit souvent, ouais, il est pas là, les régularités orthographiques, il les a pas, là, tu sais, ça va pas, il est pas capable de, tu sais, un M avant le B, il l'a pas acquis. C'est pas. Est-ce que ça peut être une sorte, une observation qu'on peut faire chez ces élèves-là qui sont en difficulté? Oui, tout à fait. Bien, lors de l'évaluation en orthophonie, je vais regarder si les régularités orthographiques sont acquises. Est-ce qu'il y a écrit bateau, B-A-T-O? Oui, c'est ça. Manteau, M-A-N-T-O, au lieu du E-A-U qui est normalement le plus fréquent à la fin. Je vais regarder aussi par rapport à ce qu'on appelle la morphologie des mots. Explique. Explique. Disons, si je prends le mot... désolée, je me cherche un exemple, mais le mot chat, il y a un T à la fin. Mais ce T-là, il y a une raison d'exister. C'est ça, c'est ce qu'on disait, c'est ça, le T au féminin. Ça fait chatte. Chatte, ça fait chatte. Oui, je comprends. Donc, le T, il est là pour ça. Puis si je vois, par exemple, qu'un élève met jamais les T muets, ben là, je vais pouvoir travailler ça, en fait, par lui après. Expliquer que souvent, quand il y a une lettre muette, c'est parce qu'on peut transformer le mot dans un mot de la même famille, parce que ça aussi, c'est difficile pour ces élèves-là. Oui, tout à fait. Les mots de la même famille, puis tout ça, là. Vert, verte. Le T, il est là pour une raison. Alors, il y a les régularités orthographiques. Qu'est-ce que je viens de mentionner? Qu'il y a des mots qui sont de la même famille, puis c'est pour ça que la lettre muette existe. Mais ça, il faut le savoir. Oui, c'est ça. Il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience, parce que c'est ça qui va nous dicter qu'est-ce qu'on va travailler après avec l'élève. Pour répondre à la question de est-ce qu'on devrait travailler ça, en fait, à l'école ou autre, il faut évaluer où est-ce que l'enfant est rendu. Disons, si l'enfant, il manque des sons dans ses mots, qui écrit manteau, M-T-E-A-U, qui manque le « an », comme orthophoniste, ma priorité, ça va être qu'il manque plus de son dans les mots. Exact. Peu importe comment il les écrit. Peu importe comment il les écrit, on veut qu'il manque plus de son. Oui, c'est ça. Qu'ils apprennent à orthographier. Et après ça, ça se peut que je fasse des activités aussi là, de justement comprendre que dans les mots, il y a des mots de même famille qui s'écrivent de la même façon. Si j'écris vent, V-E-N-T, ben c'est ça, le T est là parce que je peux écrire venteux, ventilateur, même, le T est là pour ça. Et travailler aussi des régularités orthographiques. Mais la première étape, ça va être, je veux que l'enfant comprenne que pour écrire les mots, il faut trouver c'est quoi les lettres à écrire. Que tous les sons soient là. Que tous les sons soient là. Oui. Ce qui, normalement, fin première, on observe que les enfants, bon, des fois, ils oublient quelques sons, ça arrive, là, mais que tous les sons sont présents. Des fois, ça fait pas de sens, les sons qu'ils ont écrits versus la vraie façon d'orthographier, mais on est capable de lire ce qui est écrit. C'est ça. Mais des fois, on voit en 6e année des élèves qui continuent d'écrire comme ça. Oui. Tu sais, c'est ça. Fait que là, ça, c'est très préoccupant. C'est ça. Mais il y a des moyens d'aider. Travailler ça, exactement. Il y a toujours des moyens. C'est ça. OK, parfait. Puis là, dysorthographie, dyslexie. Oui, on revient à ça. Oui, parce que je pense que c'est très... parce que là, toi, tu parles de troubles... spécifiques du langage écrit. Troubles spécifiques du langage écrit, puis tu mets ça ensemble. Oui. Parfait. Fait que peu importe que ce soit un ou l'autre, la conclusion, trouble spécifique du langage écrit. Je conclus à ça. Mais après ça, je viens décrire les difficultés en lecture puis en orthographe. OK. Parce que ça se peut. Dyslexie en lecture, dysorthographie en orthographe. OK, parfait. On va y arriver. Parce que ça se peut que les difficultés soient très, très légères en lecture. Je comprends. Ça va être écrit, mais quand même, ou en fait, ce qui va arriver, c'est que, disons que je rencontre un élève de 14 ans, ça se peut que la lecture n'était pas facile à 7 ans. Oui. Que c'était vraiment difficile, mais que là, comme on mentionnait, il a progressé. Puis là, ça l'apparaît vraiment moins. Okay. Alors, c'est pas que cette difficulté-là n'a jamais existé. Oui. Elle était là, mais ça l'a progressé. Puis là, elle est moins visible et les difficultés ressortent davantage en orthographe. Je comprends. Alors, je nomme quand même ça un trouble spécifique du langage écrit, entre parenthèses, dyslexie, dysorthographie, avec les deux. Mais c'est possible que des professionnels se disent « Ah, ben les difficultés sont seulement présentes en orthographe présentement, donc je conclus seulement à une dysorthographie. » Je comprends. Ça veut pas dire, disons, que un professionnel ou l'autre est dans le tort. Oui, non, c'est ça, je comprends, je comprends. Puis, est-ce que tu as des enfants qui arrivent dans ton bureau plus vieux?
Oui. Tu sais, parce que là, on dit, dès la première année, maternelle même, on peut se questionner, tout ça. Puis, tu sais, rapidement, là, 3e année, c'est souvent là, que les enfants, on remarque vraiment, là, oh, ça va pas, là, il faut aller chercher de l'aide. Mais est-ce que ça arrive qu'il y a des enfants qui vont faire leur petit chemin, puis là, qu'il n'y aura pas trop, mais on dit, tu sais, il n'est pas bon en français. Il y a de la misère en français, c'est pas sa force. Puis là, qui continue, puis là, tout d'un coup, arrive au secondaire. Puis je sais que pour le langage oral, parfois même arrive à l'université, puis là, se dit, ben voyons. Puis là, va consulter en orthophonie, puis finalement ressort avec une conclusion, puis se dit, hey, mais ça explique bien des affaires, tu sais. Est-ce qu'avec le langage écrit, ça peut arriver, ça? Ben oui, comme on disait, il n'est jamais trop tôt pour aller vérifier, mais il n'est jamais trop tard aussi. OK. Pour aller vérifier. Oui, je rencontre des élèves justement de 16 ans, des adolescents, puis ils apprennent à l'adolescence qui ont un trouble spécifique du langage écrit. C'est des élèves, des fois, justement, qu'il y avait vraiment beaucoup de force sur le plan du vocabulaire, la compréhension des structures de phrases et tout, puis ça leur permettait de compenser, même en lecture. Mais là, plus le parcours avance, plus les textes sont longs. Ça devient trop ardu de lire ça dans un temps donné, parce que dans les périodes d'examen, ils sont chronométrés, ils ont un certain nombre de temps. Puis là, ça devient trop difficile. Et c'est pour ça qu'ils, finalement, viennent consulter et que, bon, en comparant aux élèves de leur âge, on se rend compte que oui, en effet, il y aurait un trouble spécifique du langage écrit. OK. Puis, tu sais, comme tu as dit au début, ça ne touche pas du tout l'intelligence. Non, c'est ça. Donc, il pourrait compenser. Quelqu'un qui a des belles forces ailleurs. Oui, exactement. Pourrait réussir à compenser, puis à un moment donné, atteindre sa limite, là. C'est ça. Parce qu'à l'école, à chaque année scolaire, ça devient de plus en plus difficile. Alors, c'est possible qu'à un certain moment, ça devienne trop difficile avec ces difficultés-là, puis que là, ça ressorte davantage. OK. Fait que c'est intéressant parce que ça veut dire que, tu sais, les élèves qui ont de la difficulté en français, bon, ça se peut que ce soit pas notre force, là. Ça se peut qu'on est bon. Mais ça se pourrait aussi que ça cache quelque chose d'un peu plus profond qu'il faudrait travailler plus spécifiquement. Oui, tout à fait. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que même pour les enseignants du secondaire, d'être attentifs à ça, ça devient... Puis j'imagine qu'en orthographe, c'est la même chose. Les textes s'allongent. Ben oui. Puis ça, on le voit là, au primaire, là. Plus le texte est long, plus l'enfant commence à faire des fautes vers la fin parce qu'il est fatigué. Oui, c'est juste le geste d'écrire au début, c'est fatigant. Puis là, plus le texte avance chez les tout-petits, on le voit, là, à la fin, il manque des sons dans les mots, là, tu sais. Au début, ils font des belles phrases, les sons sont là, tout est là. Puis là, plus le texte avance, plus on a de la misère à lire ce qu'ils écrivent. Mais c'est la même chose parfois pour des élèves plus vieux. On se rend compte qu'au début... il n'y a pas trop de fautes, ça va, ils mettent les lettres muettes, tout ça. Puis là, plus on avance dans le texte, plus on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ça explique un peu la fatigue cognitive, puis tout ça, un peu comme quand ils sont rendus plus loin dans leur parcours. Exactement. En fait, écrire un texte, je compare souvent ça à une piscine d'énergie cognitive. Au début, quand on écrit le texte, notre piscine est pleine d'eau, pleine d'énergie. C'est facile. Ça va bien. Mais là, si on a des difficultés en orthographe, ça se peut qu'au début, notre piscine est pleine d'eau, ça va bien, là, je suis en mesure de me réviser, de me corriger, de penser à comment orthographier les mots. Mais à la fin, là, ma piscine est presque vide. Parce que moi, mettons, la personne a des difficultés en orthographe. Alors là, elle se fatigue très, très, très vite et sa piscine d'énergie, à la fin, est presque vide. Alors là, ça demande trop d'énergie d'aller réviser, d'aller chercher dans le dictionnaire. Et c'est là que ça va apparaître davantage. Donc, c'est possible que, justement, au début du texte, ça va bien, mais qu'à la fin, il y ait beaucoup plus d'erreurs parce que la piscine, elle s'est épuisée rapidement. C'est ça, c'est ça. Ça m'amène à penser, justement, on va faire une petite parenthèse outils techno. Parce que ça, c'est quelque chose, comme parent, qui peut être proposé, puis là, qu'on ne sait pas trop tout ça. Quels sont les avantages, justement? Puis par outils techno, là, je vais juste faire un petit rapido, là. On peut avoir la prédiction de mots, qui est l'enfant commence à écrire un mot, puis là, il y a plein de mots qui s'affichent, puis là, il va falloir qu'il choisisse parmi ces mots-là lequel il veut utiliser. Puis il y a la synthèse vocale, qui est, il y a un lecteur. Fait que c'est l'ordinateur qui lit le texte pour l'enfant, puis l'enfant écoute. Donc, il y a ces deux outils-là. Qu'est-ce que ça peut apporter concrètement à l'enfant qui est en difficulté, qui a un trouble spécifique du langage écrit? Je l'ai bien dit. Qu'est-ce que ça peut apporter, ces outils-là? Comment ça peut aider l'enfant à continuer de progresser, dans le fond? Bien, en fait, justement, si les textes sont trop difficiles à lire pour le niveau en lecture de l'élève,
ce que ça va permettre de faire, disons, si la synthèse vocale lui lit, c'est qu'il va pouvoir mettre son énergie à comprendre les mots, comprendre les phrases. Donc, on revient dans ta piscine, là. Oui. Exact, OK. On vient empêcher que la piscine se vide trop rapidement pour que l'énergie puisse être mise, justement, à comprendre les mots, les phrases, tout ça, au lieu de juste être concentré à essayer de trouver qu'est-ce qui est écrit. Mm-hmm. Parce que ça peut demander beaucoup trop d'énergie. Et ce qu'on souhaite, c'est que l'élève puisse réaliser son plein potentiel, démontrer qu'il a compris le texte, répondre aux questions. Alors, c'est pas de le favoriser, disons, par rapport à notre élève. Parce que ça, on l'entend des fois. Oui, mais il triche, il a tous les mots d'affiché. Quand il écrit, ça lui propose les mots de la bonne façon. C'est de la triche. Mais non, c'est un peu comme mettre des lunettes, finalement. C'est ça. C'est pas recommandé pour avantager l'élève comparé aux autres. C'est vraiment que c'est justifié par rapport à la difficulté, puis c'est pour lui permettre de montrer que, hey, il est capable d'en écrire des beaux textes puis des belles histoires, puis il est capable de répondre aux questions. Parce que c'est ça qu'on souhaite savoir, en fait, accéder à qu'est-ce qu'il a compris, qu'est-ce qu'il est capable de faire. La synthèse vocale, justement, c'est pour qu'il puisse comprendre un texte, répondre aux questions. Dans le cas des habiletés en production écrite, le prédicteur orthographique, comme on disait, si j'écris, ou phonologique, en fait, le haut son, si j'écris maison, M-A-I-Z-O-N, il va pouvoir me montrer, OK, c'est M-A-I-S-O-N. Et ça va faire que l'élève va passer moins d'énergie à juste penser à comment orthographier les mots. Puis il va lui rester plus d'énergie dans sa piscine pour pouvoir penser à qu'est-ce que je vais écrire, quel plus beau mot je pourrais mettre dans ma phrase. Ah oui, j'ai une nouvelle idée. Et c'est ça qu'on souhaite parce que dans un texte, il n'y a pas juste l'orthographe. Bien, c'est ça. L'écriture, c'est pas juste l'orthographe, c'est la structure de phrase, la structure de l'histoire. Quand on arrive dans un texte d'opinion, faire bien comprendre ses idées, ça, c'est difficile aussi pour un enfant qui a... puis souvent, tu sais, le trouble spécifique du langage écrit, parfois, il y a d'autres troubles autour. Hein? C'est rare qu'un trouble vienne tout seul. Là. Malheureusement, moi, j'ai... d'habitude, il y a une petite difficulté motrice ici, un petit quelque chose. Sans que ce soit des troubles, des fois, il y a d'autres petites difficultés pour l'enfant, tu sais. Puis, on veut justement voir, comme tu as dit, qu'est-ce qu'il est capable de faire quand on lui donne les outils qui vont l'aider, finalement. Exactement. On veut que sa piscine se vide le moins vite possible. C'est ça. Fait que c'est pas de la triche. Non. C'est pas de la triche, c'est de lui permettre de démontrer qu'il est capable d'argumenter. C'est ça. Ouais. Puis, tu sais, dans un... Moi, je les vois, là, les grilles là, de production écrite. Là. Ouais. C'est juste 20 l'orthographe. Mm-hmm. Fait qu'il y a toujours bien 80 qui n'est pas relié à l'orthographe dans la note de l'enfant. Tout à fait. Donc, si ce 20 %-là prend dans son cerveau 80 de l'espace, mais il reste juste 20 pour répondre au reste, tu sais. C'est ça. Puis en fait, c'est pas magique non plus. Ça prend du travail, utiliser le prédicteur orthographique, utiliser la synthèse vocale correctement. Bien, juste apprendre à l'écrire sur l'ordinateur. C'est juste le tape-touche, là. Juste ça, il faut que l'enfant le maîtrise pour arriver à ce que ce soit efficace, tu sais. C'est pas de la magie, les outils techno. Non, mais ça peut être une belle option. Ça peut être une belle option, mais ça prend un enseignement explicite par quelqu'un qui va montrer les options du logiciel, qui va montrer, OK, ben là, après ce mot-là, il faut que tu regardes le prédicteur orthographique pour voir est-ce que tu as bien écrit le mot. Parce que des fois, le prédicteur orthographique va suggérer plein de mots. Puis l'enfant qui ne sait pas bien quel mot il voulait choisir, va choisir au hasard ou va en choisir un qui n'est pas vraiment ce qu'il voulait dire. C'est ça. Par exemple, les homophones, tout ce qui est c'est, le prédicteur de mots, il ne prédira pas le bon tout de suite. Là. Tu sais, fait que c'est toutes des choses, c'est ça qu'il faut que l'enfant réfléchisse quand même. Ouais. Fait que c'est pas lui... Non, parce que j'ai déjà entendu, ouais, mais là, s'il prend les outils techno, il ne réfléchira plus par lui-même. Non, c'est ça. Mais c'est pas ça, parce qu'en utilisant les outils techno, il continue de réfléchir par lui-même. Oui, continue de réfléchir. Ça continue à le faire progresser. Oui. C'est ça. Puis en fait, c'est ça. Ça va lui permettre de voir, disons, qu'une maison, ça s'écrit M-A-I-S-O-N. Puis après ça, peut-être que la prochaine fois, il va l'enregistrer parce qu'on ne souhaite pas qu'il écrive plusieurs fois avec une erreur un même mot parce que c'est l'erreur qui va s'enregistrer. Oui, exact. Alors, bon, ça lui permet de démontrer son vrai potentiel. Ça lui permet peut-être potentiellement, éventuellement, de ne plus faire des erreurs à certains mots. Pour écrire, je suis partie à la maison de mon ami. Oui. Une petite note à papa-maman. À la main, parce qu'il ne sortira pas son ordi pour l'écrire, mais peut-être que la maison va être bien orthographiée. Exactement.
Puis, c'est pas vrai que ça leur demande pas d'effort puis qu'on leur donne tout trop facilement parce qu'il y a quand même un effort à mettre puis ils vont devoir réfléchir quand même. Alors oui, c'est un bel outil. Ça peut vraiment aider des élèves à démontrer leur potentiel d'apprentissage, mais c'est pas magique non plus, ça prend du travail. Puis c'est pas tout le monde qui y a accès non plus. Non, donc là, parlons, qu'est-ce qu'on fait avec un enfant, que ce soit notre enfant ou un élève, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants aussi qui écoutent les enregistrements, les podcasts. Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qu'on sait là, qui a des difficultés au niveau du langage écrit, qui a ou non une conclusion? Parce que, bon, au bout de la ligne, l'étiquette qu'on appose, c'est pas avec ça qu'on va travailler. Non, on va travailler, comme tu as dit depuis le début, avec les difficultés puis les forces de l'enfant. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour accompagner cet enfant-là à continuer sa progression, peut-être accélérer un petit peu la progression parce que tu as dit, tu as été clair, il continue de progresser. Mais pour que cette progression-là se fasse plus rondement, disons. C'est sûr que, dans le meilleur des mondes, encore une fois, si l'élève peut avoir accès à des services en orthopédagogie à l'école ou en orthophonie pour avoir un soutien sur le plan de l'apprentissage, de la lecture puis de l'orthographe, c'est souhaitable parce que oui, il y a les outils techno, mais c'est sûr que c'est encore mieux. Bien, c'est parce qu'il n'y a pas des ordis pour tout le monde dans les écoles. Puis c'est long, les demandes, parfois aussi. Puis c'est pas tous les élèves qui vont en avoir nécessairement de besoin. Oui, exact. Il y a des enfants qui vont réussir là, avec un petit coup de pouce à suffisamment lire assez rapidement, assez précisément pour comprendre les textes, puis ils n'en auront pas besoin de la synthèse vocale. Exact. Il y en a d'autres qui vont avoir la synthèse vocale au départ, puis finalement, ils s'améliorent en lecture, ils vont se détacher, puis c'est vraiment correct. Puis il y a d'autres élèves qui vont avoir besoin de la synthèse vocale tout au long de leur parcours. Ça aussi, c'est vraiment correct. Mais là où je veux en venir, c'est que si, disons, un élève ne sait presque pas lire, bien, on souhaite quand même qu'il apprenne à lire pour fonctionner. Parce que sa synthèse vocale, il ne l'aura pas quand il va aller visiter un musée avec des explications. C'est ça. Quand il va aller à l'épicerie, il n'y aura pas sa synthèse vocale. Il va aller au restaurant pour lire son menu. Donc, on souhaite qu'il puisse participer activement à la société, l'amener à un certain niveau de lecture. Alors ça, c'est vraiment important, je pense, de consulter si jamais il y a des difficultés qui sont présentes. Mais sinon, en classe, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place aussi. Entre autres, il y a le tiers-temps supplémentaire. Oui, augmenter parce que ça, c'est les élèves ont droit à ça. Les élèves qui sont plus lents, bien, ça leur permet justement d'avoir le tiers du temps prévu. Donc, si c'est 1 heure, bien, ils ont 1h20 pour faire leurs travaux. C'est ça. Alors, si on a un texte long à lire, ça peut leur permettre de s'assurer qu'ils ont bien compris, relire des passages sans vivre une pression, disons, temporelle par rapport à ça. Pour certains élèves, moi, je demande aussi aux parents, aux parents puis à l'élève, en fait, est-ce que l'élève est à l'aise de lire devant la classe? Ben, ça pourrait être une recommandation de dire, OK, non, on ne fera pas lire à voix haute je comprends. L'élève devant toute la classe parce que ça pourrait être une situation stressante. Puis là, ben, il risque de ne pas être capable de lire si ça le stresse parce que sa piscine est déjà débordée avant qu'il ait commencé, finalement, c'est ça. Exact. Donc, il y a ça aussi. La question, c'était par rapport à l'école? Bien, comme, tu sais, le podcast s'adresse beaucoup aux parents, mais il y a des enseignants qui l'écoutent aussi. Mais, tu sais, en général, là, qu'est-ce qu'on peut... Parce que, ben, de toute façon, école, famille, c'est supposé aller ensemble, là. Fait que, allons-y plus large, là, tu sais. Parce que, comme parent, tu sais, j'ai déjà vu un débat sur Facebook. C'était justement quelqu'un qui critiquait les gens qui faisaient des erreurs en écrivant. Puis, tu sais, moi, j'avais comme apporté le point que... Bien, c'est pas tout le monde qui vont être capable d'écrire sans faute, malgré toute la bonne volonté du monde, puis malgré toute l'intelligence qu'ils ont. Puis là, je m'étais fait comme répondre, oui, mais en 2020, c'est impossible de pas être capable d'écrire. Mais ça m'avait un peu choquée parce que je m'étais dit, non, c'est pas vrai. Il y en a qui n'y arriveront pas, qui seront jamais capables d'écrire sans faute. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on fait comme parents, comme enseignants, pour justement accompagner ces enfants-là qui peut-être réussiront jamais à pas faire de faute, c'est ça. Bien, je pense que je reviendrai aussi au principe de garder en tête que ces élèves-là sont tout aussi intelligents que les autres puis croire en leur potentiel. Parce que quand on croit au potentiel d'un élève, on va pas agir de la même façon avec lui. Tellement vrai. Ça va tellement dicter notre comportement. Là, si on veut tellement qu'ils réussissent puis qu'ils apprennent à lire puis que ça se passe bien, on va mettre des choses en place même si on en est moins conscient. On va soutenir, on va l'encourager. Les encouragements, ça peut vraiment faire une grande différence. Garder en tête, c'est ça, que cet élève-là a un potentiel, qui est intelligent, qui est capable. Pas le noter juste avec ses difficultés. C'est ça. C'est ça. Puis l'accompagner à voir peut-être ses forces au lieu de juste ses difficultés. Puis mettre en place certaines adaptations aussi qui vont
lui permettre de démontrer ses forces. On parlait tout à l'heure de la synthèse vocale, du prédicteur orthographique. Ça peut être des fois de réaliser des évaluations à l'oral. Oui, dans certaines matières qu'on n'a pas besoin d'évaluer l'écrit. Là. Non, par exemple, je pense en univers social, que ce soit quelqu'un qui lise la question ou que ce soit l'enfant, ce qu'on veut savoir, c'est s'il a compris la matière. Exactement. Fait qu'on peut tout faire ça à l'oral, finalement. C'est ça. Dans la réalité, c'est autre chose. Là. Les enseignants qui nous écoutent vont faire « Ben voyons, c'est utopique, ce qu'elle dit là, ça n'a pas de bon sens. » Je le sais, je le sais. Moi aussi, je le sais. C'est pas... On le sait que dans la réalité, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas possible tout le temps pour tous. Mais si c'est une question qu'on fait répondre à l'oral, ça sera ça, tu sais. Aussi pour toute la classe, il y a un moment où c'est possible que, OK, cette évaluation-là, ça va être plus sous forme de discussion avec des questions, puis je vais évaluer les élèves sur les échanges verbaux pour voir s'ils ont bien compris la matière. Changer la façon d'évaluer un peu, oui. Donc, en fait, il y a des affaires que, oui, on pourrait faire pour toute la classe, pas spécifiquement pour cet élève-là en particulier. Oui, je comprends. Parce que c'est ça, un élève qui a seulement des difficultés à lire puis écrire, bien, si on lui demande de répondre oralement, il n'y en aura pas de problème. Il n'y en aura pas de problème. Exact. Il va être capable de donner la réponse. Exact. Puis comme parent à la maison, est-ce qu'on fait travailler notre enfant plus fort? Est-ce qu'on demande des numéros d'enrichissement aux enseignants en orthographe? Comment on peut agir face à notre enfant pour pas se tirer dans le pied, j'aurais le coup de dire, puis pour le valoriser? Tu sais, est-ce que c'est une bonne idée de lui faire ce qu'on appelle la drill? Tu sais, par exemple, je sais pas moi, les homophones, ben là, tu sais, ça arrive souvent à une feuille, puis là, t'écris une phrase, t'écris le bon c'est ou le bon mais. Tu sais, bon, est-ce que c'est une bonne idée ou on va peut-être, tu sais, comprends-tu ma question? Oui, je comprends la question. Ben pour ce qui est de la drill et tout, c'est sûr que j'arrête pas de dire dans le meilleur des mondes, mais si vous avez rencontré une orthophoniste, une orthopédagogue qui vous a donné des conseils, vous pouvez en discuter avec la personne là, pour savoir, bon, ben est-ce que je devrais faire ça? De quelle façon vois-tu ça? Puis le professionnel ou la professionnelle va pouvoir guider les parents, puis ça dépend aussi tellement de la réalité familiale. Si les parents disent, non, mais moi, à la maison, vraiment, ça rentre pas dans mon horaire, c'est impossible pour moi, le professionnel, normalement, devrait s'adapter pour considérer ça. Puis à l'inverse, si l'enfant est motivé, le parent est motivé, hey, j'aimerais ça que parce qu'il y en a des enfants qui sont très motivés, là, c'est ça, Puis que, mon Dieu, il veut en faire des exercices, puis il veut lire plus, puis ben, on peut aussi accompagner les parents là-dedans. Parce que, en orthophonie, disons, si un élève a des difficultés en orthographe, ça se peut que moi, dans mon bureau, je fasse des exercices où l'enfant sépare des mots en sons pour les écrire. Puis ça va être la drill. Il va falloir qu'il en fasse beaucoup. Et rapidement. Donc, par exemple, c'est ça, il va y avoir une liste de mots. Bateau, bu, at, o. OK, on l'écrit, on passe au prochain. Ça peut être fait aussi à la maison avec les parents. Mais là, c'est ça, il va y avoir un accompagnement de fait avec le parent. Puis aussi, il faut que l'orthophoniste montre aux parents, disons, comment réaliser ce type d'activité-là. Parce que comme adulte, même moi, quand j'étais à maîtrise en orthophonie, il a fallu que je repense à ça, comment on sépare des mots en sons. Oui, c'est ça. C'est réapprendre à le faire. C'est ça, fait que c'est pas automatique. OK, ordinateur, O, R, D, I, N, A, c'est ça. Se pratiquer. Donc, pour les exercices spécifiques, je dirais d'en parler si possible, soit avec l'enseignant, l'orthopédagogue, l'orthophoniste, la personne qui est au dossier. Mais sinon, ce serait vraiment de protéger la motivation. Oui, on revient à ça, le plaisir. Oui, c'est ça. Le plaisir d'apprendre, le plaisir de progresser, de lire. Fait qu'on revient vraiment à ça. Puis, ce que je t'entends nommer aussi, la collaboration. La collaboration entre tous les intervenants qui gravitent autour de l'enfant pour permettre à l'enfant d'être bien, finalement. Oui, exactement. C'est ça. Puis d'avoir ce dont il a besoin, puis puis de respecter aussi peut-être sa limite de ce qu'il veut faire ou pas, tu sais. Oui, c'est ça. Parce que si on est face à un élève qui n'aime pas lire, puis nous, notre objectif, c'est qu'il aime ça. Ben là, si on lui donne des exercices super scolaires, en drill, sans avoir un accompagnement pour justement favoriser une motivation et tout, ben peut-être que ça va juste encore plus se décourager. Puis il faut réfléchir à, bon, ben qu'est-ce qui a été fait, puis bon, ben est-ce que j'ai suivi les intérêts de l'élève ou est-ce que j'ai considéré justement qu'on pourrait lire, mais dans un autre contexte comme un jeu de société et tout. Fait que, je dirais ça. Fait que varier les contextes, rester proche des intérêts de notre enfant, collaborer avec tous les intervenants qui gravitent autour de notre enfant, puis toujours préserver le plaisir puis la motivation, dans le fond. Mais je suis consciente que c'est quand même beaucoup de travail, tout ce qu'on vient de mentionner là. Oui, mais tu sais, parfois,
parfois, on parle de tout ça, puis ça a vraiment l'air d'être une montagne, mais dans le quotidien, si on est capable de prendre un aspect, ben c'est peut-être l'aspect qui va faire la différence. Puis peut-être que plus tard, on prendra un deuxième aspect. Puis là, ben tranquillement, on va se rendre compte au bout de la ligne qu'après 5, 6, 7 ans d'accompagnement avec l'enfant, ben on a réussi à tout faire ces aspects-là, tu sais. Oui. Parce que oui, c'est lourd. Puis on veut tellement le bien de notre enfant que parfois, on oublie un peu de revenir à la base, tu sais. Puis on veut donc que notre enfant progresse, puis on veut, puis tu sais, c'est tellement des bonnes intentions, puis c'est vraiment pour accompagner notre enfant, puis on oublie justement, puis tu sais, tu l'as nommé, là, ça fait 2 épisodes qu'on enregistre ensemble, puis à chaque fois, ça revient au « faut que ça se fasse dans le plaisir, faut que l'enfant soit bien avec ses intérêts », puis tu sais, fait que c'est dans le respect de l'enfant, finalement. C'est ça, là. Exactement. Puis le respect aussi de, tu sais, si comme parents, ça ne tente pas nécessairement non plus de comme s'ostiner un peu avec l'enfant là, pour qu'il doive lire puis que c'est pas une situation qui est agréable. Fait que ça aussi, c'est à considérer quand que je réalise des suivis avec des familles. Bien, c'est quoi la dynamique? Comment ça va les devoirs pour préserver ça aussi, en fait? Là. Le lien familial. Oui, c'est ça. Mais bon, je pense que ça va avoir outillé beaucoup de parents puis ça va avoir ouvert aussi à un trouble qu'on connaît un peu moins. Parce que, tu sais, on entend beaucoup parler, par exemple, de TSA, on entend beaucoup parler de troubles de langage à l'oral, mais troubles du langage écrit, on en entend moins parler un peu, à moins qu'on soit les 2 pieds dedans, tu sais. Ouais. À moins qu'on le vive personnellement, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on connaît. Fait que je pense que ça va avoir fait réfléchir beaucoup d'adultes. Super. Donc, peut-être plus d'enfants mieux accompagnés, qui sait. Bien, c'est ça que je souhaite. Merci beaucoup.